Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui parlera aujourd'hui de la décriminalisation, la dépénalisation et en particulier du modèle portugais. Alors, je vous rappelle qu'on est dans une série de webinaires qui sont destinés à remplacer un colloque qui était prévu initialement en 2020 puis 2021 et qui a dû être annulé pour des raisons sanitaires. Et voilà, les trois personnes qui sont avec moi faisaient partie de ce colloque et partageaient un panel sur le sujet de la décriminalisation, la dépénalisation. Et aujourd'hui, on a choisi de s'axer un peu plus étroitement sur le modèle portugais pour justement illustrer ces notions de décriminalisation et de dépénalisation. Alors, avec moi, Marie Nougier. Depuis 2008, vous êtes chargée de recherche et de communication à l'IDPC, l'International Drug Policy Consortium, basé à Londres. Et vous faites également du plaidoyer, donc à ce titre, vous faites du plaidoyer au sein de la commission, la CND, Commission on Narcotic Drugs des Nations Unies. Bonjour Marie. Également Pierre Chapard, vous êtes le fondateur de Psychoactif, qui est un réseau français. Vous êtes d'abord l'ancien coordinateur du réseau français de réduction des risques et actuellement vous êtes président de Psychoactif. Alors ça, c'est un forum qui existe depuis 2006, mais également une association d'usagers de drogue. Vous êtes aussi, avec Jean-Pierre Coutron, l'auteur de Salle de shoot, les salles d'injection supervisées à l'heure du débat français, un livre qui date de 2013. Et je signale aussi que vous avez présidé Acte Paris entre 2009 et 2011. Bonjour Pierre. Et puis enfin Jean-Sébastien Fallu. Donc vous êtes professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Et vous êtes aussi chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances, au RISC, l'acronyme de recherche et intervention sur les substances psychoactives. Je suppose que le Q, c'est pour Québec. Également au CRESP, le Centre de recherche en santé publique, et vous êtes même le président fondateur du GRIP, ça fait beaucoup d'acronymes, c'est le groupe de recherche et d'intervention psychosociale, et vous êtes enfin directeur de la revue Drogue, Santé et Société, et vous avez précisé, vous êtes aussi usager de drogue. Bonjour Jean-Sébastien et bienvenue Bonjour. à vous trois dans ce webinaire. Alors, le thème du panel initial était décriminalisation et dépénalisation. Alors, je pense que pour entamer le débat, ce serait peut-être intéressant de définir ces termes. Pour certaines personnes, il y a une différence entre décriminalisation et dépénalisation. Pour d'autres, apparemment, en français, on dit dépénalisation et décriminalisation est plutôt un anglicisme. Et finalement, ces concepts se recouperaient assez complètement. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Moi, travaillant en pays anglophone, parce que bon, l'IDPC, c'est un réseau international, on a arrêté d'utiliser le terme dépénalisation, en fait, parce que c'était très confus, en fait, par rapport à ce qu'on imagine. Donc, finalement, maintenant, on utilise décriminalisation pour tout, même en français. Donc, decriminalization, décriminalisation. Depenalization, en anglais, on l'utilisait plus pour une réduction des peines pénales, mais pas une élimination des peines pénales. Mais c'est vrai que le terme français est censé être dépénalisation, parce qu'on parle de code pénal, on ne parle pas de code criminel, en tout cas en France, je sais pas, c'est au Québec. Oui. J'ajouterais que de toute façon, ça invite à préciser de quoi on parle parce que à chaque fois, même décriminalisation, pour certains, ça inclut la légalisation dans une certaine mesure, parce que si on décriminalise, il faut prévoir un encadrement, sauf si on est dans un flou juridique. Et on voit que la légalisation peut quand même maintenir des peines criminelles ou pénales. Donc, je pense que mais l'idée de décriminalisation, en tout cas, c'est d'enlever les peines pénales ou criminelles. Et donc, je vous le soulignez, la différence avec la légalisation, c'est qu'une légalisation, c'est une réglementation et donc une disponibilité légale des produits? Pas nécessairement une disponibilité parce que ça pourrait être simplement de permettre l'autoproduction. Mais oui, la légalisation, c'est un encadrement législatif qui encadre soit la production, la distribution, la vente, la possession ou tout ça. Voilà, alors que c'est vrai que la décriminalisation, ça se centre exclusivement sur la personne usagère de drogue, donc l'achat,
la possession et la consommation de drogue. Dans certains contextes, ils utilisent aussi la culture de cannabis, donc ça peut être compris dans la décriminalisation, mais pas toujours. Et dans d'autres pays, par exemple en Espagne, le social sharing, donc quand on a une quantité un petit peu plus importante, mais pour juste partager entre amis et sans profit, ça peut aussi être inclus dans le cadre de la décriminalisation. Mais tout ce qui est de vendre le produit, ça reste illégal. Alors que dans le cadre de légalisation, toute la chaîne en fait, de la culture jusqu'à la consommation est légalisée, réglementée. Ouais, mais même décriminalisation, c'est sujet à controverse parce que au Portugal, il y a décriminalisé que les usagers avec une certaine quantité, c'est-à-dire les bons usagers. Les usagers qui ont une plus grosse quantité, ils sont toujours dans le système pénal, hein, ils risquent toujours la prison. Clairement, mais on en parlera, on va y revenir, on est là pour ça, donc voilà. Pour le petit rappel historique, alors voilà, certaines personnes le savent et c'est souvent cité en exemple, mais aussi pas mal de personnes ne sont pas forcément au courant. Le Portugal a décriminalisé l'usage, en tout cas nominalement c'est ce qui a été fait, a décriminalisé l'usage de toutes les drogues en 2001, c'est entré en vigueur le 1er juillet 2001. Alors, est-ce que vous trois, vous pourriez situer un peu le contexte dans lequel cette mesure est intervenue? Parce que quand on énonce ça comme ça peut paraître étonnant, surtout que ce n'était pas il y a 2-3 ans, c'était il y a 20 ans. Donc, quand même avant une tendance mondiale à la relaxation de certaines lois sur les drogues. Pourquoi le Portugal et c'était quoi la situation dans le pays qui a poussé à ce qu'on en vienne à décriminaliser l'usage de toutes les drogues dans un pays, somme toute, quand même assez conservateur? Je peux commencer, si vous voulez. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la dictature, au Portugal, il y a eu une forte augmentation de la consommation de drogue, en particulier de l'héroïne. Et donc, une énorme augmentation du taux de mortalité lié aux overdoses et au VIH-Sida. Donc, la dictature, pour situer, s'est terminée en 1974, c'est bien ça? Voilà. Ouais. Et donc, du coup, au bout d'un moment, dans les années 90, en gros, toutes les familles connaissaient au moins une personne qui était séropositive ou qui était décédée de causes liées à la consommation de drogue. Et donc, c'était vraiment une crise et les gens demandaient une réponse du gouvernement. C'était clair que la pénalisation, la criminalisation des personnes consommatrices ne fonctionnait pas. Et donc, le gouvernement a mis en place un groupe de travail gouvernemental qui rassemblait tous les partis politiques du pays pour pouvoir discuter de la question et trouver une résolution au problème. Et donc, le groupe de travail a émis un rapport et a recommandé la décriminalisation de la consommation et de la possession pour usage personnel et un investissement dans les services de réduction des risques. Et donc, c'est à partir de ce rapport que la loi, donc je crois que c'est la loi 30-2000, qui est passée donc en 2001 et qui a décriminalisé. Et ce qui est important dans le modèle portugais, qui n'est pas forcément fait dans d'autres pays, c'est que cette loi a été accompagnée d'un décret-loi qui assurait le financement des programmes de réduction des risques et de traitement volontaire. Et c'est ça en partie qui a fait du modèle portugais un succès. Et c'est pour ça qu'on en parle énormément jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, je ne sais pas si Jean-Sébastien et Pierre, vous voulez rajouter d'autres choses pour le contexte. Non, c'est vraiment très clair et complet. Alors, vous l'évoquez, Marie, effectivement, on parle beaucoup du Portugal, mais ce n'est pas ni le premier, ni même le seul, et de loin, pays à avoir dépénalisé ou décriminalisé l'usage des drogues, mais son originalité réside effectivement dans cette approche résolument sanitaire qui a, outre le changement d'un article de loi, parce que finalement, c'est un seul article de la loi pénale qui a été modifié pour faire la décriminalisation à proprement parler. Mais c'est tout le dispositif sanitaire qui a été mis en parallèle de cette décriminalisation. Est-ce que l'un ou l'une de vous pourrait esquisser un petit peu ce dispositif sanitaire et peut-être le changement de mentalité qui a amené à ce dispositif sanitaire plutôt que la réponse pénale? C'est-à-dire qu'à la place d'envoyer les usagers en prison ou de les condamner à une peine de prison, on a mis en place des comités de dissuasion
qui rencontre l'usager et décide soit d'une sanction, soit de l'envoyer en traitement. Alors, ce n'est pas contre son gré, il peut refuser. Du coup, en aucun cas, l'usager qui vient dans ces comités de dissuasion ne peut aller en prison. Voilà, c'est ça la décriminalisation. Mais encore une fois, on verra que plus tard que c'est très limité quand même. Bien sûr, il y a aussi tous les programmes de réduction des risques qui vont avec. Il y a l'accès à la méthadone, il y a beaucoup de programmes d'échange de seringues aussi au Portugal. Dernièrement, je crois qu'il y a eu des salles de consommation aussi qui se sont mis en place. Alors voilà, c'est pas parfait, mais il y a quand même un bon accès à la réduction des risques au Portugal. OK. Par contre, il y a un petit changement de paradigme, c'est que si avant le consommateur était considéré comme un délinquant, aujourd'hui, il est considéré comme un malade. Alors, il y a un côté positif, c'est qu'on ne l'emmène plus en prison, on l'emmène plutôt voir les services de soins. Mais d'un autre côté, ça reste un peu paternaliste et problématique, non? Oui, complètement. On remplace un stigmate par un autre, en fait. C'était un stigmate délinquant. Maintenant, c'est la personne malade qu'il faut soigner. Et puis, il n'est pas que malade, parce que dans le système hollandais, il est toujours déviant. Il faut quand même arrêter l'usage de drogue. C'est des comités de dissuasion que rencontrent les usagers. Donc, c'est quand même encore une loi qui est basée sur l'abstinence. Un système qui encore est basé sur l'abstinence de l'usager. C'est non seulement un stigmate, mais c'est aussi un contrôle social qui se déplace d'un système pénal à un système médical, mais qui peut être aussi pernicieux, qui est très, comme le disait Pierre, pathologisant et qui nie complètement, absolument, l'épidémiologie scientifique à l'effet que la majorité des personnes qui consomment ne sont pas malades et n'ont pas besoin de soins, si ce n'est que d'être accompagnés dans la réduction des risques, mais certainement pas d'être traités et d'être réhabilités. Et ça, c'est universel, on voit ça partout à travers le monde dans les discours politiques. On ne fait aucune distinction. Dès que quelqu'un prend des drogues, c'est un malade à traiter. Et ça, c'est un problème pour moi avec le modèle portugais qui est évident, qui est très, oui, paternaliste, idéaliste, voire déconnecté de la réalité. Alors, on va essayer de voir comment fonctionne très précisément ce modèle. Donc, disons, je suis consommateur de drogue, je me promène dans la rue, j'ai une quantité de substances illicites, encore toujours, en poche. On m'interpelle, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ça dépend de la quantité que je transporte. Voilà, alors en gros, il y a des seuils de quantité maximale pour toutes les drogues qui sont inscrites dans la loi. Donc, chaque substance a son seuil. Exactement. Et donc, si tu es arrêté avec un seuil de quantité qui est plus élevé que ce qui est prescrit par la loi, tu vas dans le système de justice pénale. Si tu es arrêté avec moins, tu vas obtenir un rendez-vous avec la commission de dissuasion de ta province. Donc, chaque province au Portugal a sa propre commission. Ce qui est intéressant, c'est que la commission de dissuasion, donc c'est une commission qui est administrative, et elle est composée de personnel médical, mais aussi de travailleurs sociaux et d'avocats. Donc, il y a 3 personnes qui sont soutenues par une équipe technique. Si la personne ne va pas à son rendez-vous, il n'y a pas de sanction proprement dit. Mais donc, quand la personne va au rendez-vous, si c'est la première fois qu'elle est interpellée et qu'elle est envoyée à la commission de dissuasion, généralement, c'est plus une prise de contact avec la personne, essayer de comprendre la situation de la personne, si sa consommation est problématique ou non, si elle a besoin de soutien social, sanitaire, etc., si elle a envie d'accéder à un programme de traitement. Et donc, c'est plus une session d'information, de partage d'informations. Après, si tu es arrêté pour la 2e fois et que tu es renvoyé à la commission de dissuasion, il me semble qu'à ce moment-là, c'est obligatoire que la commission impose une amende. Généralement, l'amende, c'est la sanction la moins sévère, donc je crois que c'est 25 €. C'était 25 € il y a quelques années. Il se peut que ça ait changé maintenant. Il y a d'autres sanctions qui peuvent être imposées. Donc, par exemple, ils peuvent suspendre ton permis de conduire, tu peux avoir un travail communautaire, etc. Donc, généralement, ces sanctions, elles ne sont pas très sévères,
mais une sanction reste une sanction. Et le problème, c'est que selon ta situation personnelle, même la sanction la moins sévère peut devenir sévère. Donc, par exemple, une personne qui est sans abri, eh ben, une amende de 25 €, c'est quelque chose qui est important. Une personne qui a besoin de sa voiture pour aller au travail ou pour s'occuper de sa famille, etc., si on suspend son permis de conduire, ça aura une conséquence très importante. Donc, pour nous, à l'IDPC, c'est vrai que ce qu'on promeut dans le système de décriminalisation, c'est aucune sanction. Que ce soit pénale ou non pénale, aucune sanction. Mais donc, c'est apparemment... ça le vrai système de décriminalisation. Parce que l'objectif, c'est de ne plus imposer de sanctions ou de peines contre la personne consommatrice. C'est ça le vrai objectif de la décriminalisation. Mais donc, apparemment, on est invité devant la commission. Qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas? On retourne dans le système pénal ou bien on n'en entend plus parler? Non, on n'en entend plus parler. Après, si on est réinterpellé par la police et qu'on est renvoyé vers la commission de dissuasion, je ne sais pas. Moi, à ce que j'ai lu, à ce que je comprends du système portugais, peut-être que Pierre, tu sais un peu plus là-dessus. Normalement, tu n'as pas de sanction si tu ne vas pas au rendez-vous. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que si tu ne vas pas au rendez-vous, justement, tu pouvais être privé de ton permis de conduire. Ils pouvaient, comme ça, monter dans les tours au niveau des sanctions. Et donc, en fait, finalement, ça va finir des sanctions quand même assez hautes, privation du permis de conduire. Mais la première des sanctions, quand même, c'est on te retire tes drogues. C'est-à-dire qu'on te supprime tes drogues. Ce qui est aussi très problématique, notamment pour les usagers les plus pauvres, qui contre leurs drogues à la journée, qui sont dépendants. Et puis, la police passe, fait ce qu'on appelle stop and search, hop, elle leur prend leur drogue. Et ben du coup, ils vont le voir aller à nouveau voler, à nouveau là, pour se procurer leur drogue dont ils sont dépendants. Donc, c'est un premier truc qui ne va pas. Le deuxième truc, c'est que on va évaluer la quantité de drogue que tu as, mais c'est ridicule. C'est-à-dire que c'est estimé à 10 jours de consommation. Sauf que c'est 10 jours de consommation, ils disent 1 gramme d'héroïne. Enfin, en tant qu'usager, on sait qu'1 gramme d'héroïne, c'est rien. Enfin, je veux dire, on s'est tous baladés avec beaucoup plus. Donc, en fait, la décriminalisation n'est pas du tout parfaite. C'est-à-dire qu'elle est juste là pour les personnes qui consomment de toutes petites doses, quoi. Voilà. Et les sanctions, par exemple, des amendes non payées, ça peut aussi entraîner des conséquences si on ne paye pas les amendes. Puis si on se fait choper sa drogue et qu'on en a besoin, ben ça peut mener à de la criminalité aussi. Et les quantités, effectivement, c'est un débat qu'on a aussi au Canada parce qu'il y a il y a un projet de loi de décriminalisation de la possession, puis il y a des réflexions sur des seuils, et puis effectivement, souvent, ces seuils-là sont beaucoup trop bas et ne rendent pas compte de la réalité de plusieurs consommateurs. En même temps, les seuils, sans parler du trafic de survie qu'on pourrait appeler aussi, qui est un concept à considérer dans ces lois. En même temps, les seuils, on ne peut pas tout à fait y échapper. Je veux dire, on ne peut pas décriminaliser l'usage des drogues ou la détention de drogue et tomber sur quelqu'un qui a 500 kilos et lui serrer la main en disant que ça va. Il faut vraiment que ça reflète la réalité du marché. Donc, par exemple, quand tu regardes les pays comme le Mexique ou la Russie, ils ont des seuils de quantité tellement peu élevés que ça rend tout le système est complètement ridicule. Et dans beaucoup de pays, les seuils de quantité, et comme le dit Pierre, 1 gramme d'héroïne, c'est rien. Je prends peut-être de l'avance sur la suite, mais au-delà de la décriminalisation, il y a aussi la régulation, l'encadrement légal qui permettrait peut-être en tout cas d'avoir des mesures au niveau aussi des grandes quantités. Et là aussi, il y a des incohérences. On n'a qu'à penser ici au Canada entre le cannabis qui est légal et l'alcool. Il n'y a aucune limite de quantité pour l'alcool et pourtant, il y en a pour le cannabis. Exact. Bref. Exact. Et aussi, certains soulignent que en tant qu'usager de drogue au Portugal, on paye encore toujours une amende, en tout cas dans pas mal de cas. On se fait en tout cas confisquer sa substance. Ce n'est pas du tout le cas pour les consommateurs d'alcool, effectivement. Donc de ce côté-là, il y a effectivement une inégalité. Et même, je dirais que les fameuses commissions de dissuasion de la consommation, ce qui est d'ailleurs en soi un titre assez paternaliste, ne rejoignent que très peu les consommateurs d'autres substances que le cannabis et à l'extérieur des grands centres. Donc, ça demeure un dispositif
qui est non seulement imparfait dans sa logique, mais aussi dans comment il réussit à rejoindre les usagers. En tout cas, on constate devant cette commission, ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Sébastien, c'est qu'on constate en discutant avec eux que 80-90% des personnes qui comparaissent devant cette commission n'ont pas un usage problématique. Alors, c'est vrai que la première fois, on les laisse partir comme ça. La deuxième fois, c'est quand même une amende, malgré l'absence de problème. Oui. Exactement. Et c'est là où il y a un dérapage et qui fait que les discours fantasmagoriques là, sur le Portugal doivent être nuancés. D'accord. Oui, Pierre? Non, je pensais aussi que l'infrastructure de la prohibition est toujours là. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours interdit de consommer. L'usager va toujours chercher au marché noir. Il peut toujours se faire harceler par la police. Enfin, vraiment, on est encore dans un système prohibitionniste, qu'on le veuille ou non. Hein. Il n'y a aucun contrôle de qualité. On détaillera tout ça, effectivement. J'aimerais juste savoir quand même, quand on est dépendant et qu'on est devant la commission s'en rend compte, il y a vraiment un usage à risque ou problématique. Il propose un trajet de soins, c'est bien ça? Et c'est juste une proposition ou une injonction ou... Non, c'est juste une proposition et le traitement reste volontaire. Et alors, il y a du suivi par la suite ou comment ça se passe? Alors, il y a l'une des sanctions ou réponses, c'est que certaines personnes consommatrices, je crois que c'est quand elles reviennent vraiment très fréquemment auprès des commissions de dissuasion, doivent aller, par exemple, à un hôpital une fois par mois pour voir où elles en sont dans leur programme de traitement. Ce qui peut être très intrusif dans la vie de quelqu'un. Mais voilà, c'est vrai que ça dépend beaucoup des personnes au cas par cas. D'accord, ok. Ouais. Alors, oui. Non, ça rappelle un peu l'injonction thérapeutique française, ce que dit Marie, c'est-à-dire qu'on doit aller pointer dans une structure tous les mois pour montrer patte blanche, quoi. C'est ça, finalement. Et c'est une structure qui se profile tout doucement aussi en Belgique avec les chambres de traitement de la toxicomanie qui ne sont pas encore tout à fait implantées, mais qui sont en perspective. Alors, avant, j'ai remarqué que vous avez pas mal de critiques et de récriminations face au modèle, mais avant ça, on va quand même un peu lui lancer les fleurs qu'il mérite. Il a quand même eu des résultats au niveau sanitaire, notamment, pas seulement à cause de la décriminalisation, mais aussi grâce à tout ce dispositif sanitaire qui a été mis en place en parallèle. Il y a quand même eu des bons résultats. Alors, je ne sais pas lequel ou laquelle d'entre vous veut les mettre en lumière, mais ils valent la peine. Moi j'ai regardé les résultats là-bas, sur le rapport de l'OFDT. En fait, ils sont à peu près, finalement, ceux de la France au niveau sanitaire. C'est-à-dire une baisse drastique des contaminations VIH, une baisse drastique des overdoses. Voilà, mais en fait, qui est dû plus qu'à la décriminalisation, qui est dû au système de réduction des risques, à l'accès à la méthadone, à l'accès comment ça s'appelle, aux seringues. C'est ça, en fait. Voilà. Oui, donc c'est l'ensemble du dispositif, ce n'est pas juste le volet décriminalisation. Alors après, on a dit qu'il n'y avait pas d'augmentation des consommations, voire même une baisse, mais moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut juger un système sur une baisse ou une augmentation des consommations de drogue? En fait, je pense que non. Si on considère que la consommation de drogue est quelque chose qui peut être normal, on ne doit pas juger le système sur la baisse ou le niveau de consommation. On jugerait alors plutôt d'après quoi? D'après le niveau de consommation qui pose problème? Voilà, c'est ça, niveau de consommation problématique, notamment. Et sur les conséquences négatives à proprement parler, sanitaires, santé personnelle, publique, physique, psychologique, etc., mais pas sur la simple consommation. Effectivement, il faut regarder le portrait général. Et c'est quand même difficile, il faut d'évaluer et d'attribuer des effets à une politique. Effectivement, il y a le dispositif sanitaire, il y a les politiques de réduction des risques en parallèle, il y a les tendances générales qu'on observe dans l'Union européenne. Donc, quand on regarde les chiffres, on voit effectivement baisse des cas de VIH diagnostiqués chez les personnes qui font usage de drogue, plus que dans l'Union européenne. On voit une diminution de la consommation de plusieurs substances, mais pas du cannabis. Mais bon, ça aussi, c'est des tendances. Donc, puis il y a toutes sortes d'effets comme ça chez les jeunes, baisse de cocaïne, cannabis, augmentation d'ecstasy et speed, mais c'est difficile
d'attribuer ça. Il y a eu aussi des changements méthodologiques à travers les années, mais bon, on note quand même, grosso modo, effectivement, une baisse de la criminalité, des cas de VIH, qui, ça, en soi, sont des effets positifs, même si on n'est pas certain que c'est dû à la décriminalisation ou à quoi exactement. Alors, ce qui est dû à la décriminalisation, c'est sûr, c'est qu'il y a un désengorgement des tribunaux quand même, et du coup, une baisse du coût social des drogues. Qui va avec. Et ça, c'est prouvé, c'est dû à la discrimination. On peut pas, tout à fait. Voilà. Oui, oui, moi, je vais rebondir négligeable. là-dessus. Oui. C'est un très bon point, c'est que effectivement, la décriminalisation, elle a été liée quand même à une réduction des personnes consommateurs de drogue qui finissent dans le système de justice pénale et carcérale. Et je voulais juste mentionner l'IDPC avec un groupe d'ONG. On vient de publier un indice mondial sur les politiques en matière de drogue. Donc pour le moment, ça couvre que 30 pays, mais le Portugal en est l'un d'eux. Et l'un des thèmes qu'on a étudié dans cet indice mondial, c'est la décriminalisation. Et on a étudié en fait si la décriminalisation était sur papier et comment elle était mise en œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que le Portugal, c'est l'un des seuls pays, je crois qu'il y avait 8 pays sur 30 qui avaient décriminalisé et seulement 3 pays avaient réussi vraiment à rediriger les personnes hors du système carcéral. Et le Portugal, c'est l'un des pays qui a eu la note la plus élevée à 88%. Donc c'est vrai que c'est important de le dire quand même. Ils ont réussi à éviter que les personnes usagères de drogue terminent en prison. Malgré les sanctions administratives qui persistent évidemment. Mais c'est vrai que c'est quand même un point important. Alors, c'est peut-être le moment juste de faire cette petite parenthèse-là. On l'a dit tout à l'heure et vous le répétez maintenant. Le Portugal est loin d'être le seul pays. C'est le plus connu, probablement, l'exemple le plus largement cité. Quels sont les autres pays qui ont décriminalisé partiellement, totalement? Et quels sont les différents types aussi de démarches qui ont été adoptées? Et voilà, parce que c'est quelque chose qu'on connaît peu. Alors, à travers le monde, donc on a mis en place une carte mondiale. Je ne sais pas si le chat fonctionne, mais je vais vous donner le lien ici. On le mettra en description sur la page YouTube. Impec. Donc, en gros, nous, ce qu'on a étudié, c'est qu'il y a 52 juridictions dans 30 pays qui ont décriminalisé la consommation et la possession de drogue. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, et en Australie, c'est au niveau des États fédérés et non pas de l'État fédéral que la décriminalisation a été adoptée. C'est quand même considérable. C'est considérable, ouais. Après, 30 pays sur 193, voilà, c'est pas non plus énorme, mais ça avance. Et il faut voir le détail. Exactement. Donc, il faut voir le détail parce qu'il y a des pays où ça fonctionne à peu près bien. Par exemple, le Portugal, l'Espagne, l'Uruguay, le Costa Rica. Bon, il y en a plusieurs quand même où ça fonctionne à peu près bien. Est-ce qu'on parle à chaque fois de toutes les substances? Non, exactement. Donc, il y a énormément de détails. Il y en a qui se centrent seulement sur le cannabis. C'est le cas, par exemple, de pratiquement tous les États aux États-Unis et en Australie. Il y en a qui se concentrent sur seulement la possession, alors d'autres, ils couvrent aussi, donc, comme je disais, la culture de cannabis et le social sharing, le partage social, etc. Donc, ça dépend énormément. Il y en a où le processus de décision est fait par la police, donc au niveau donc dès l'interpellation. Il y en a d'autres où c'est fait par les cours de justice, et du coup, généralement, les personnes restent en détention provisoire jusqu'à ce que la décision ait été faite. Donc, vous pouvez vous imaginer combien de temps les personnes restent en détention provisoire avant que la décision ait été faite, que, ah oui, finalement, ils sont consommateurs, donc on n'est pas obligé de les mettre en prison. Donc, il y a énormément de problèmes. Et après, le problème des seuils de quantité, c'est un énorme souci. Donc, j'ai mentionné le Mexique, la Russie, il y en a d'autres. Et les sanctions ou les réponses sont aussi très différentes d'un pays à l'autre. Donc, par exemple, la Russie et l'Estonie, ils continuent d'utiliser la détention administrative qui, en gros, c'est une prison. C'est une peine de prison, c'est la même chose. Il y a d'autres pays où il y a des sanctions, mais qui sont tellement énormes. Les amendes sont à peu près 1 mois de salaire minimum. C'est énorme. Donc voilà, il y a très peu de cas de décriminalisation dans le monde qui sont acceptables. Et c'est ça l'énorme problème, en fait. Aux États-Unis, depuis l'élection présidentielle la dernière, il y a eu quand même quelques États ou je crois que c'est peut-être le district de Columbia. L'Oregon a légalisé les psychédéliques. Oui. Mais à décriminaliser aussi l'usage de toutes les autres substances, non? Possible. Oui, c'est le seul État des États-Unis qui a décriminalisé toutes les substances. Oui.
Puis il y a d'autres États qui ont décriminalisé seulement les plantes psychédéliques. Ouais. Et Marie, en Oregon, comment ça se passe? Il y a encore des amendes aussi, des confiscations ou c'est une vraie Il faudrait décriminalisation? que je vérifie, parce que généralement, quand un système comme ça est mis en place, ils passent la loi, mais ils mettent du temps à ce que la loi soit mise en œuvre. Et donc, tous les petits Mais problèmes de comment ça fonctionne en pratique, ça j'ai prend bi- 2-3 ans pour que ça se mette ouais. en place. J'ai bien suivi le sujet là, parce que c'est tout près, j'imagine, mais et c'est quelque chose qui m'intéresse. La proposition, c'est que la personne qui se fait prendre aurait le choix entre aller à l'hôpital pour une évaluation ou payer 100 $. Donc là, on voit déjà le capitalisme hospitalier s'installer. Si vous êtes riche, vous payez 100 $ et on vous fout la paix. Mais oui, donc c'est la critique qui a été faite. Alors, Ça ressemble un peu au Portugal quand même. Oui. Qu'est-ce qui empêche en fait, et est-ce que ça existe quelque part, un endroit où tout simplement ce serait autorisé? Donc, dans des endroits où ce n'est pas légalisé, est-ce qu'il y a des endroits où la consommation d'une substance, disons le cannabis, ou de plusieurs, voire toutes les substances, est tout simplement non soumis à une sanction quelconque, une amende, un droit de regard d'une commission ou quoi que ce soit? Est-ce que ça existe dans le monde? Ben, pour les psychédéliques en Oregon en particulier, c'est permis dans des centres de soins psychédéliques, la production et l'utilisation, mais strictement dans les centres. Ça, c'est un exemple. Mais permis, c'est sûr que Marie pourra compléter, mais pour le cannabis, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des endroits là, de plus en plus où c'est permis, mais c'est quand même dans plusieurs cas, même ici au Canada, encadré par la loi criminelle et c'est très, très strict et c'est une légalisation qu'on a appelée une prohibition 2.0 même ici au Canada. Ouais. Non, je pense que les Pays-Bas, c'est peut-être le pays où ça fonctionne le mieux parce qu'il n'y a pas de sanctions. Et il me semble qu'il n'y a pas forcément de confiscation non plus. Mais ça, il faudra peut-être vérifier. Pierre, je ne sais pas, tu roules les yeux, je ne suis pas sûre. Mais le problème des Pays-Bas, c'est aussi que c'est un système de facto. Donc, dans la loi, c'est toujours ça encourt des peines pénales, mais ça n'est pas appliqué en pratique. Une politique de tolérance. Le problème des Pays-Bas, c'est le problème de the backdoor. C'est-à-dire que on s'est toléré de consommer, mais pas pour les coffee shops d'aller se fournir, quoi. Exactement. Ah, donc ça fournit la mafia, etc. Donc c'est pas un système non plus tout beau. Ouais, voilà. Puis la tolérance. Donc tu as le système du coffee shop, mais tu as aussi le système pour les autres drogues, parce que le coffee shop, c'est uniquement pour le cannabis. Donc forcément, oui, en plus, tu as un endroit pour les consommer, mais c'est vrai qu'il y a le problème de la backdoor qui n'est toujours pas résolu. Ouais. Après, je crois qu'il y a des systèmes pilotes qui ont été mis en place dans certaines villes pour essayer de régler ce problème, justement, qu'il y a un approvisionnement légal pour les coffee shops. Oui, dans une dizaine de villes. Voilà, c'est ça. Mais après, pour les autres substances, si une personne est interpellée par la police pour quelque chose quelconque et qu'elle est en possession de drogue, elle ne sera pas interpellée pour la possession de drogue, elle sera juste libérée, quoi. Donc, je pense que c'est le système qui marcherait mieux, mais là, encore une fois, ce n'est pas encore inscrit dans la loi. Après, c'est un système qui marche depuis 1976 et ça marche très bien. Donc, voilà, c'est... Mais qui est constamment remis en question, justement, parce que c'est comme une demi-mesure. Mais je voulais rebondir sur la question du de facto, là, donc de la tolérance, qui peut sembler préférable, mais en même temps, ça permet de l'arbitraire. En tout cas, si je regarde ce que je connais ici au Canada, il y avait une espèce de décriminalisation de facto du cannabis avant que ce soit légal. Mais par contre, votre probabilité d'être interpellé était très variable d'une ville ou d'une province à l'autre. Ça, c'est d'un point de vue strictement juridique, c'est pas bien quand les chances de sanctions varient géographiquement. Okay. Ça peut varier géographiquement et aussi profilé. Voilà, exactement. C'est aussi les personnes qui sont dans des zones plus précaires ou qui sont noires ou asiatiques, etc. Je sais qu'au Royaume-Uni, il y a un seuil de tolérance. C'est pas décriminalisé, mais il y a un seuil de tolérance.
Et honnêtement, les personnes noires sont arrêtées pour donc stop and search 9 fois plus que les personnes blanches. Donc, même si on décriminalise de facto, ça continuerait. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Complètement. Au Portugal, hein, c'est les pauvres qui sont visés aussi. Hein, quand les stop and search dans la rue, c'est bien sûr c'est les personnes visibles, donc les personnes qui fréquentent les scènes, et c'est eux qui sont visés par la police et harcelés par la police. Hein. Donc, enfin, même une soi-disant décriminalisation, ça quand même, enfin, c'est les pauvres qui en prennent. Hein. Sauf si on a une réelle décriminalisation ouais, en tout cas. Merci Pierre de nous ramener au Portugal après cette parenthèse, ce panorama un peu plus large mondial. Je vous sens chaud bouillant depuis le début pour critiquer le système. Alors, c'est le moment. Résumons, quelles sont toutes les lacunes finalement de ce modèle entre guillemets portugais? On en a un peu parlé déjà, hein, c'est-à-dire que ce que j'ai dit, c'est toute la prohibition est encore là. C'était encore un système construit sur la prohibition qui, du coup, cible les plus pauvres, pour lequel il n'y a pas de contrôle de la qualité, les produits peuvent être frelatés, qui n'est pas vraiment décriminalisé parce que ceux qui sont au-dessus de la barre de 1 gramme eh ben, peuvent risquer la prison, ou comment s'appelle, le stigmate finalement sur l'usager a changé, est devenu de délinquant à malade, mais en restant un déviant social et avec toute l'image de diable qui va avec. Hein. Voilà, donc il y a tous ces problèmes-là qui sont encore là au Portugal. Hein. Pour moi, on est loin d'avoir résolu le problème. Et pour tout dire, je pense que, enfin, faut se le dire, c'est un bon premier pas, mais c'est juste un premier pas, quoi, vers quelque chose vers une régulation totale de toutes les drogues. Vers, effectivement, moi, j'apporte une critique un peu radicale, mais toute forme d'interdit et de punition va maintenir la stigmatisation, qui en elle-même est beaucoup plus délétère qu'au niveau populationnel là, que la consommation de substances. Je pense que socialement, nous ne prenons pas la mesure des impacts nocifs de la stigmatisation. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont souvent amalgamés avec les conséquences des drogues, mais plusieurs de ces conséquences-là sont même exacerbées à tout le moins, mais parfois même causées par cette stigmatisation-là qui éloigne des services de soins, qui augmente la détresse, qui fait consommer davantage. Bon, ça va même plus loin que ça, c'est des moins bons états de santé au final et toute forme d'interdiction socialement, ça fait que la personne elle est une mauvaise personne, elle est exclue socialement et ça n'aide absolument rien ni personne. Et je pense que le Portugal, en ce sens-là, ne règle pas du tout la question. Vous l'avez dit, Olivier, plus tôt, c'est un pays conservateur et ça reste, la drogue, c'est une mauvaise chose et les personnes qui en consomment sont des mauvaises personnes. Ça reste ça. Et pour moi, je suis un peu long, mais ça vient me chercher. Et je pense qu'une société évoluée est une société qui admet qu'il y a des personnes qui consomment des substances psychoactives. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Ce sera toujours comme ça. Ça fait partie de l'expérience humaine. Alors, de vouloir exclure les personnes qui consomment des produits qu'on a rejetés sur des bases absolument loufoques parfois, c'est vraiment digne d'une société qui manque d'équité, diversité, inclusion. Moi, j'inclus la question de la consommation de substances, même dans les enjeux qu'on appelle EDI, d'équité, diversité, inclusion. Les personnes qui consomment sont nombreuses, elles sont des citoyennes et doivent être incluses dans notre société et c'est certainement pas le cas au Portugal. À vous entendre parler, on a l'impression donc que le Portugal a effectivement changé de politique, mais pas encore de culture. Alors, changer une culture, c'est souhaitable, certainement, mais ça prend longtemps. Et puis, comment est-ce qu'on fait aussi? Est-ce qu'il faut juste laisser le temps au temps ou est-ce qu'il y a des moyens de promouvoir un changement de culture? Ben déjà d'en parler et d'utiliser un langage moins stigmatisant, d'éduquer,
de changer les lois, effectivement, tout ça doit être fait. Même d'avoir des représentations dans l'espace public de personnes qui consomment des substances et qui ne sont pas toujours représentées comme excusez, là, mais des déchets sociaux. Là. Tout ça, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même ici au Canada, ça fait 3 ans que le cannabis est légalisé, mais c'est encore stigmatisé. Ça se fait en discutant et justement en changeant la norme pour que les drogues ne soient pas dramatisées ou démonisées, mais normalisées sans être évidemment banalisées ou glorifiées. Non, puis surtout, ça rappelle ce que Pierre disait au départ, c'est que les succès dans les politiques des drogues sont généralement mesurés en termes de combien de personnes consomment des drogues, est-ce qu'on a réduit la prévalence de consommation. Ça ne nous dit absolument rien sur l'impact sur les gens. Et donc, c'est vrai qu'il faut changer aussi cette mentalité que les politiques des drogues, l'objectif, c'est de réduire la consommation. Ça, c'est quelque chose que le Portugal a bien fait. Parce que pour mesurer le succès de leur politique de décriminalisation, ils ont dit, notre objectif, ça n'est pas de réduire les taux de consommation. Notre objectif, c'est de réduire la transmission du VIH, la transmission de l'hépatite C, les taux de mortalité, etc., etc. Et donc ça, je pense que c'est une façon de reconsidérer l'objectif de nos politiques des drogues et de dire, voilà, notre objectif, c'est plus de réduire le taux de consommation. Toute analogie étant mauvaise, c'est comme si on voulait réduire le nombre de personnes ou la fréquence des rapports sexuels, le nombre de personnes qui ont des rapports sexuels. Pour moi, l'analogie tient la route beaucoup. Je pense qu'il faut avoir une approche même d'éducation aux drogues qui ressemble à ce qu'on essaie de faire avec l'éducation à la sexualité et de cheminer d'une abstinence à tout prix vers en parler comme un fait humain qui a des avantages, des risques, des inconvénients ou en tout cas, bon, qui peut avoir des choses et de parler du plaisir et des risques, mais pas seulement sous l'angle des méfaits et certainement pas seulement en termes de nombre de personnes et d'avoir des plans nationaux, de réduire le nombre de personnes. C'est vraiment passer à côté du problème. Ouais, moi, je pense que la première chose pour réduire un peu la stigmatisation vers les usagers, c'est d'arrêter les lois qui les stigmatisent et qui posent des sanctions. Et la loi portugaise, bon, je ne parle même pas de la loi française, parce que alors là, on est des milliers d'années-lumière, mais la loi portugaise, elle pose encore des sanctions, elle fait encore des usagers des mauvaises personnes. Donc, ça serait déjà de supprimer dans les lois tout ce qu'il y a toutes ces sanctions qui font des usagers les mauvaises personnes. Le problème, c'est que je suis tout à fait d'accord, mais les politiques et les politiciens, politiciennes sont le reflet de la société. Ils veulent être élus, c'est leur seule motivation. Je suis un peu cynique et désabusé, mais et donc si la population n'est pas justement dans ce changement de culture, les lois changeront pas, même si l'évidence va dans ce sens-là. Mais c'est pour ça que la société civile, elle a un rôle quand même, et les académies d'ailleurs, ont un rôle hyper important pour éduquer la population à penser différemment. Enfin, maintenant, il y a plein de programmes universitaires sur les drogues, les politiques des drogues. Moi, ça n'existait pas il y a 10 ans quand j'ai commencé à bosser à l'UDPC, par exemple. Donc ça, déjà, ça permet aux gens de commencer à penser différemment. Il y a plein de campagnes. Nous, on coordonne la campagne de support Don't Punish, par exemple, qui permet de sensibiliser les gens, d'essayer de parler différemment des drogues de manière positive avec des personnes consommatrices de drogue qui parlent de leur histoire, de l'impact de la pénalisation sur leur vie, etc. Donc ça, c'est tout un tas de choses qu'on peut faire comme membre de la société civile, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et ça fonctionne. Moi, je le remarque dans le discours public, en tout cas, surtout ici au Canada, mais je pense que c'est mondial. On a un discours qui a évolué et même les débats qu'on a eus, par exemple, ici sur le cannabis, ont aussi jeté les bases argumentatives pour discuter d'autres substances. Et déjà, je vous dirais qu'au Canada, le débat se situe maintenant entre faut-il légaliser ou décriminaliser les drogues et non pas entre la prohibition et le débat se situe beaucoup plus les appuis à une décriminalisation
au Canada sont incommensurables. Là. C'est des directions de santé publique, c'est des associations de police et tous les partis politiques représentés au fédéral sont en faveur. Bon, encore une fois, il faut voir le détail. Mais même le Parti conservateur du Canada a dû maintenant s'avouer en faveur d'une décriminalisation. Je suis certain que si on discutait des détails, on ne serait pas d'accord, mais déjà, on voit que le discours évolue. Alors, faut-il décriminaliser ou légaliser? Effectivement, en vous entendant parler, j'ai l'impression que la décriminalisation, même si en plus elle n'est appliquée réellement sans sanction à peu près nulle part, est-ce que ça a du sens en soi ou ça n'a du sens qu'en tant qu'étape intermédiaire vers une réglementation? Pour moi, ça n'a du sens qu'en étape intermédiaire vers une réglementation. Mais c'est une étape intermédiaire nécessaire et utile? Puisque politiquement, les changements radicaux sont rares, je pense que c'est le passage obligé. Certains diront le cheval de Troie. Oui, c'est un cheval de Troie. Mais oui, je ne vois pas comment on pourrait réduire significativement les effets néfastes de la question des drogues et augmenter les effets bénéfiques sans que ce soit encadré, admis légalement. Et évidemment qu'il y a des pentes glissantes à éviter et la principale crainte de tout ça, c'est le néolibéralisme qui pourrait mener à une dérégulation complète et à encourager un usage qui serait à l'encontre de la santé publique. L'enjeu, il est là, mais à mon avis, je ne vois pas comment, ne serait-ce que pour la question de la stigmatisation, je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans, choisissez le terme, là, encadrement, légalisation, régulation, mais pas simplement par une décriminalisation qui conserve le stigmate et ses effets absolument nocifs. Et il faut vraiment avoir ça dans le débat. Là. Quand on a eu le débat, puis je sais qu'en France, le même débat a cours actuellement autour du cannabis, il y avait souvent la question, est-ce que le cannabis est nocif ou pas? Puis c'était ça la question. Donc, s'il est nocif, il ne faut pas le légaliser. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut regarder l'ensemble des effets pervers et bénéfiques des politiques, pas seulement la substance. Oui, bah moi je suis assez d'accord, c'est un premier pas. Alors je dis ça en même temps, en France, on est quand j'entends Jean-Sébastien, on est très très loin même d'une décriminalisation de toutes les drogues. Hein. Enfin, la société civile n'est pas du tout prête, n'est pas du tout militante là-dessus, très peu. Voilà, là, du coup, je viens de prendre encore plus conscience du retard qu'on a par rapport à vous. Là. Mais donc, c'est vrai que oui, c'est un premier pas. Mais ça, en aucun cas, ça doit être. C'est le début, c'est pas la fin, la décriminalisation. Après, ce qui est important aussi, c'est que dans un système légalisé, il faut une décriminalisation de toute façon, parce que dans un cadre légalisé, il y a encore des activités qui seront dans le domaine illégal. Donc, par exemple, au Canada, aux États-Unis, la consommation de drogue, elle est légalisée, mais à partir de 18 ou 21 ans. Donc, après, les jeunes, il ne faut pas qu'ils finissent en prison parce qu'on a un cadre légalisé. Donc, il faut penser à ça aussi et comment le système de décriminalisation peut accompagner le système de légalisation. Et comme Jean-Sébastien a dit aussi, c'est hyper important que le système de légalisation, de réglementation qui est mis en place, c'est un système qui soit responsable, qui mette en avant la justice sociale, qui mette en avant la justice raciale, l'égalité de genre, etc. Parce que, par exemple, une autre critique du Portugal, c'est qu'il n'y a aucune considération des femmes et de l'accès à la réduction des risques, par exemple, ou au traitement, etc. Il y a très peu de programmes qui sont pour les femmes usagères de drogue, pour un système quand même qui est hyper développé, en particulier pour la réduction des risques. Donc, il y a tout un tas de considérations à prendre en compte, quoi. Et c'est vrai que dans un système de réglementation, c'est pas juste le système répressif ne fonctionne pas, il faut légaliser. Maintenant, la question, et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment le discours a évolué, c'est comment réglementer. C'est pas est-ce qu'il faut réglementer, c'est comment est-ce qu'on peut réglementer pour éviter de tomber dans les problèmes qu'on a rencontrés dans le système répressif. Et alors, il y a encore pardon. Ben, j'allais dire, effectivement, ici, j'ai vu un cas récemment là, dans lequel j'ai agi à titre d'expert en cours où un jeune de 17 ans
a été interpellé avec 7 grammes de cannabis, alors que la loi prévoit une décriminalisation de 0 à 5 grammes pour ces jeunes-là. Par contre, à partir de 18 ans, on a droit à avoir 30 grammes en public. Donc, lui, il est criminalisé à 7 grammes à 17 ans, alors qu'à 30 grammes, il aurait pu en avoir 30. C'est des absurdités comme ça. Ou encore, je cite un exemple, et ça, c'est vraiment le fruit du débat politique pour satisfaire les oppositions conservatrices. On a inscrit dans la loi fédérale une peine de 14 ans de prison pour trafic aux mineurs. Mais si vous donnez de l'alcool à un adolescent, vous avez une peine de quelques centaines de dollars. Mais si vous donnez du cannabis à un mineur, vous êtes passible d'une peine de 14 ans de prison. Et c'était moins que ça avant la légalisation. Donc, on voit effectivement, il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'évidemment, quand il y a un cadre légal, ben, il y a un cadre illégal. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre illégal-là comme peine, comme sanction, et ne pas reproduire ou même aggraver la situation? Ouais. Alors, on parle de légalisation, ça évoque surtout le cannabis, parce que pour l'instant, c'est vraiment de cette substance-là qu'il y a des exemples de légalisation, mais on parle ici un peu de toutes les substances. Alors, ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais quels sont les défis pour les autres substances que le cannabis pour un marché réglementé? Ce n'est pas si évident pour toutes les substances, si? C'est pas si évident, mais après, il y a tout un tas de cadres juridiques qui peuvent être appliqués. C'est pas obligé qu'il y ait le même cadre juridique pour toutes les substances. Non, donc, le cannabis peut avoir un certain cadre juridique avec des règles qui peuvent être similaires à l'alcool et au tabac. Après, l'héroïne, elle peut être dans un cadre juridique un peu plus strict. Mais au moins, on peut contrôler la qualité du produit, on peut contrôler son accès un peu mieux, etc. etc. Donc, il y a tout un tas de processus de réglementation qui sont à notre disposition pour tout un tas de produits, mais on n'arrive pas à considérer ça pour les drogues parce que depuis des décennies, des centenaires, on nous a dit que les drogues, c'est mauvais et donc il faut qu'elles soient illégales. Donc, il faut qu'on arrive à sortir de cette façon de penser et de se dire, voilà, on a tout un tas de systèmes qui sont à notre disposition. Comment est-ce qu'on peut les adapter pour s'assurer que c'est une réglementation responsable pour tout un tas de produits différents? Effectivement, quand on parle même de légalisation, c'est important de parler de ces choses-là parce que je ne pense pas qu'il y ait personne qui imagine l'héroïne vendue à tous les coins de rue, là, comme on peut avoir accès au vin. Mais effectivement, il y a différents modèles et je suis certain que Marie connaît. Là, il y a la Coalition canadienne des politiques sur les drogues qui d'ailleurs propose différents modèles parce que justement, les élus disent ben, d'accord, mais on ne sait pas comment faire. Mais là, il y a une réflexion sur proposer des modèles. Par exemple, pour les psychédéliques, ça pourrait être des clubs de consommateurs qui fonctionnent par troc. Pour d'autres substances, ça pourrait nécessiter un suivi plus serré médical. Donc, il y a effectivement plusieurs modèles à mettre en place. On ne sait pas exactement lesquels, mais il faut essayer. Oui, c'est pas parce qu'on dit légalisation que l'héroïne va être dans tous les bureaux de tabac. Et une légalisation de l'héroïne, par exemple, c'est ce qui est en Suisse, le programme d'héroïne médicalisée. C'est un type de légalisation de l'héroïne. Voilà. Et ça existe déjà presque. Exactement. La légalisation de l'héroïne en Suisse. On parle beaucoup ici au Canada de safe supply, d'approvisionnement sûr. Mais c'est une forme de légalisation. Exactement. Oui. Alors, il y a quand même aussi au niveau international des conventions des Nations Unies auxquelles ont adhéré l'immense majorité des pays du monde et qui sont parfois un frein, en tout cas présentés comme un frein à la décriminalisation et certainement la légalisation. Qu'est-ce qui en est réellement? Parce que le Portugal a réussi à décriminaliser et après un certain temps, les Nations Unies les ont même félicités en tant que modèle à suivre, ce qui était paradoxal. On sait que clairement, les 3 conventions des Nations Unies interdisent la production, le commerce, etc. Mais par ailleurs, ces dernières années, il y a quand même une évolution au sein des Nations Unies, à tel point qu'il y a même au moins 2 documents qui préconisent la décriminalisation des usagers. Donc, il y a comme une situation paradoxale. Comment y voir clair dans tout ça? Oui, alors en fait, donc les conventions, c'est sûr, les conventions n'octroient pas
la possibilité au gouvernement de légaliser. Ça va à l'encontre des conventions internationales. Mais pourtant, certains pays le font. Le Canada, certains par exemple. Certains pays le font, et tous les pays, plus ou moins, à part le Canada, tous les pays, plus ou moins, ont essayé de justifier leur politique de légalisation. Par exemple, pour les États-Unis, ils ont dit « Ah oui, mais c'est les États fédérés, ce n'est pas l'État fédéral, donc les États fédérés ne sont pas liés aux conventions internationales, donc on n'est pas à l'encontre des conventions. » Voilà, c'était leur justification. Pour l'Uruguay, ils ont dit que pour eux, ils étaient alignés avec leur convention internationale des droits humains et qui était au-dessus en fait, des conventions de l'ONU sur les drogues. Donc, du coup, ils étaient encore en lien avec leurs obligations internationales. Donc, chaque pays, ce qui est intéressant, c'est que chaque pays a essayé en fait, de justifier son processus de légalisation auprès du droit international. Les seuls qui ont été vraiment très clairs, c'est le Canada, en disant oui, on est à l'encontre de nos obligations internationales pour ce qui est du cannabis. Mais c'est les seuls. Mais en même temps, ils ont laissé ça dans le code criminel. Donc, c'est une forme, je pense, de faux fuyant. Mais aussi, je pense, et je ne suis pas juriste, mais que les conventions permettent certaines actions pour améliorer la santé. Donc, je sais que le Canada n'a pas justifié explicitement, mais j'imagine que les juristes du gouvernement ont estimé que ce qu'ils faisaient était suffisant pour contourner les conventions. Mais voilà, mais après, pour ce qui est de la décriminalisation, là, il y a une souplesse, une flexibilité au sein des conventions internationales de la drogue. Donc, la convention de 1988, qui est la dernière des 3 conventions à avoir été adoptée, octroie au gouvernement une flexibilité pour les activités liées à la consommation. Et donc là, il y a un article, je me rappelle plus, je crois que c'est l'article 34, qui permet au gouvernement d'adopter des mesures de santé ou sociales comme alternatives ou en plus des sanctions pénales. Donc, ça permet au gouvernement, à travers cet article, de dire, bon, ben voilà, en fait, on peut décriminaliser, on peut enlever les sanctions pénales pour activités liées à la consommation. Et ça, c'est quelque chose qui a été avalé par l'organe international de contrôle des stupéfiants, l'OICS, qui est l'organe qui est chargé d'aider les États à mettre en œuvre les conventions internationales sur les drogues. Et donc, ils se sont prononcés plus récemment, parce que historiquement, effectivement, ils critiquaient énormément les pays qui avaient décriminalisé. Après, je crois à partir de 2012-2013, ils ont commencé à changer un peu leur refrain. Il y a l'un des présidents de l'organe international de contrôle des stupéfiants qui était un avocat de formation et qui a fait une analyse des conventions en disant, voilà, selon cet article, il est clair que il est possible de décriminaliser. Donc, ils ont vraiment réussi à mettre ça en avant. Et effectivement, Olivier, récemment, 31 agences de l'ONU ont adopté une position commune sur la drogue. Donc ça, c'était en 2018. Qui promeut explicitement la décriminalisation et l'approche de réduction des risques. Donc ça, c'est un document qui est hyper important et qu'on peut vraiment promouvoir et mettre en avant en tant que société civile, parce que c'est un document qui n'est encore pas hyper connu. Donc, c'est important de l'utiliser et de dire, voilà, toutes les agences de l'ONU promeuvent la décriminalisation. C'est quelque chose qui est possible dans les conventions et qu'il faut vraiment mettre en œuvre en pratique de la bonne manière. Mais pour vous, est-ce qu'il faudrait aller plus loin et soit abroger les conventions des Nations Unies, soit en faire une nouvelle? Et bon, j'imagine que vous trouvez ça souhaitable, mais est-ce que c'est réaliste avec tous les pays du monde? C'est quand même un défi. Ouais, alors c'est un débat qui a lieu depuis hyper longtemps. Il y a pas mal de juristes qui se sont penchés sur la question. C'est très difficile de réouvrir les conventions, donc d'amender les conventions comme elles le sont actuellement. Et donc, l'une des possibilités qui ont été mises en avant par des organisations comme Transnational Institute, Washington Office on Latin America et d'autres, c'est d'avoir des accords intersés, donc des accords entre gouvernements comme par exemple du coup l'Uruguay, le Canada et d'autres, en disant, en plus de nos obligations internationales, ou mis à part nos conventions internationales, on crée une nouvelle convention entre nous où on a un système de réglementation légale. Et donc, entre nous, on a ces droits qui ne sont pas applicables pour les autres pays. Et petit à petit, d'autres pays pourraient se joindre à ces accords intersés.
Et donc, ça permettrait d'avoir un système parallèle international qui puisse petit à petit se développer et devenir plus prominent au niveau international. Mais ça prend du temps et bon, il y a des discussions qui sont en cours actuellement, mais qui sont en cours depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Et de manière diplomatique, c'est difficile pour les gouvernements de faire ça parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pression diplomatique de la part de la Russie, notamment au niveau de l'ONU et d'autres pays qui sont très forts et qui disent, qui critiquent énormément les pays pour leur politique de réglementation et en particulier le Canada parce que c'est un pays qui est très important économiquement. Donc, on dirait qu'il y a une espèce d'analogie avec ce qui se passe à l'intérieur des États, c'est-à-dire on commence par une tolérance de facto, sans changer les règles, et ensuite, ça s'installe et l'évidence devient prégnante. Pour conclure, j'aimerais votre avis sur la question de la chronologie, parce que si on nous avait dit il y a 20 ans, disons, que le pays moteur de la prohibition se met à décriminaliser, légaliser, etc., et que d'autres pays suivent assez rapidement dans le monde, et notamment en Europe aussi, le Luxembourg a un projet timide, certes, de décriminalisation. En Allemagne, avec la nouvelle coalition, c'est possible que le cannabis soit légalisé. On a l'impression d'une accélération énorme. Est-ce que les choses peuvent continuer à aller aussi vite et est-ce qu'on peut peut-être s'attendre à des surprises ou bien c'est un mouvement qui risque de se tasser? Comment est-ce que vous voyez l'évolution future internationalement? Moi, je pense que ça va s'accélérer. Effectivement, il y a 15 ans, je ne croyais pas voir de mon vivant un encadrement légal du cannabis. Et vraiment. Et je crois bien humblement, là, c'est mon analyse très personnelle, que la crise économique de 2008 a un peu changé la donne. Beaucoup d'États se sont questionnés sur leurs dépenses et j'identifie ce moment-là comme un changement. C'est sûr que c'est pas le seul facteur, mais effectivement, ça s'est accéléré. Pour moi, le train est en marche et tout va s'accélérer. Maintenant, je pense vraiment voir de mon vivant une décriminalisation de toutes les drogues, en tout cas ici au Canada, mais certainement ailleurs aussi. Et j'espère même maintenant voir un encadrement légal. Alors oui, moi, je pense que c'est tellement... la politique de la guerre à la drogue et la prohibition des drogues est tellement absurde. Je pense que plus on connaît le sujet, plus on se rend compte de l'absurdité. S'il y a quelque chose qui ne tient pas la route, c'est bien ça. Et je pense qu'effectivement, on va se rendre à l'évidence, malgré les résistances, et que oui, ça va s'accélérer. Pierre, quand est-ce que la France va se réveiller enfin? Ouais, j'espère de mon vivant voir que le cannabis sera légalisé en France un jour, mais moi aussi je suis plutôt optimiste, mais plutôt que ça va venir des autres pays, c'est-à-dire la France, on sera peut-être le dernier pays, village gaulois à résister, mais quand je vois ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, il y a une accélération, le fait que on se rend de plus en plus compte que c'est un système inique, qui n'est pas juste, qui fait beaucoup de mal aux usagers de drogue et à leur communauté. Et ça apparaît de plus en plus dans le débat public. Donc, moi, je me dis que c'est un système qui va éclater. C'est une question d'années. Voilà. Je suis plutôt optimiste. Croisons les doigts. Marie, un mot de la fin? Oui, non, moi, c'est pareil. La grande majorité des États qui ont décriminalisé la consommation, même si c'est des modèles qui ne sont pas forcément très positifs, il y a quand même un mouvement et la grande majorité des États l'ont fait ces 10 dernières années. Donc, il y a vraiment une accélération du processus de réforme. Voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et juste peut-être un petit mot de la fin, l'IDPC a mis en place un cours sur la décriminalisation qui est en ligne, qui est gratuit et qui est en français, pour une fois. Donc, pour les personnes qui sont intéressées pour comprendre la décriminalisation, les différents modèles de décriminalisation et aussi comment faire du plaidoyer, je vous le recommande et je t'enverrai peut-être le lien, Olivier, par email, comme ça on pourra le transférer. Mais voilà, c'est vraiment un guide pratique qui permet aux personnes de comprendre comment la décriminalisation fonctionne dans plusieurs pays, y compris le Portugal.
ce qui marche moins bien, comment promouvoir, et aussi comment essayer de promouvoir un modèle de décriminalisation qui fonctionne dans le contexte de chacun des pays, parce que les contextes politiques, culturels, sociaux, économiques, etc., font que les modèles de décriminalisation seront différents. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est important aussi. Et pareil pour la légalisation, il y a plein de pays qui ne sont pas prêts à légaliser. Donc, je pense que la décriminalisation, c'est aussi un pas très important pour les pays qui ne sont pas prêts à légaliser, qui n'ont pas forcément les outils nécessaires pour une réglementation qui est quand même complexe. Donc voilà, c'est aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Tout le monde n'est pas prêt à légaliser, même le cannabis. Chacun son rythme. Effectivement, on mettra ça dans la description de la vidéo, tout comme aussi le rapport de l'OFDT sur le bilan des 20 ans de décriminalisation au Portugal, et aussi un document de Input, qui est une organisation internationale d'usagers de drogue qui a une vision assez critique quand même de la décriminalisation au Portugal. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour et vous nous avez bien éclairé sur les avantages, les modalités, les inconvénients de la décriminalisation en général et au Portugal en particulier. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier du fond du cœur pour votre participation. Et voilà. Merci beaucoup. Merci de Merci l'invitation. beaucoup. Merci Olivier. Merci. Merci à vous.